avec vous l'écran, c'est bon. Donc, on peut commencer. On peut Oui, c'est bon. commencer. Allez, très bien, on va commencer. Super. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est les antiarythmiques et les bêta-bloquants. Donc, on va commencer par les antiarythmiques. Donc, les antiarythmiques, c'est quoi? En fait, ce sont des médicaments qui s'opposent à l'éclosion et ou la pérennisation d'un trouble du rythme cardiaque par un effet direct ou un effet indirect. La principale action des antiarythmiques ou la principale utilisation des antiarythmiques, c'est lorsqu'on a un trouble cardiaque. Donc, on ne peut pas parler d'antiarythmique tant qu'on n'a pas parlé de potentiel d'action de la cellule, donc de la cellule cardiaque. Donc, en fait, la cellule cardiaque, voilà, je vois le curseur. Donc, au repos, on a les cellules cardiaques sont polarisées du fait d'un gradient ionique. Et vous l'avez vu en deuxième année, je pense. Donc, le gradient ionique, on a plus de potassium en intracellulaire qu'en extracellulaire et plus de sodium en extracellulaire qu'en intracellulaire. Donc, grand K en intracellulaire et grand N1 en extracellulaire. Et cette différence en fait de potentiel est de moins 90 à moins 50 millivolts suivant le type de cellule cardiaque. Donc, le potentiel là, on a le potentiel d'action. Le potentiel d'action, il a une forme rectangulaire et constitué de 4 phases. Donc, la phase 1, donc on a la phase 0, donc c'est la dépolarisation. C'est l'entrée massive du sodium par le courant sodique. Et après, donc, les autres phases, c'est la phase de repolarisation. Donc, la phase 1, c'est la phase de repolarisation initiale qui est brève. Alors, c'est donc l'augmentation du courant IT0, surtout IT0, par la sortie du potassium. La phase 2 en plateau, c'est surtout, donc elle est marquée par l'influx des canaux calciques. Donc, c'est la phase en plateau. La phase 3, c'est la repolarisation terminale qui est prolongée et c'est la sortie du potassium. Donc, c'est l'efflux de potassium par les canaux potassiques. Et la phase 4, c'est le retour au potentiel de repos pour les myocytes, que ce soit auriculaire ou ventriculaire. Donc, les 4 phases. Voilà. Et durant cette période, donc, peu importe le stimulus, c'est une période réfractaire. Peu importe le stimulus, on n'aura pas de contraction. Voilà, c'est la phase donc c'est tout ça, c'est la résolution cardiaque et c'est la repolarisation. Voilà. Donc, dans les antiarythmiques, on a la classification de Vaughan-Williams. C'est un tableau, alors qui est caractérisé par 4 classes d'antiarythmiques selon leur mode d'action. Et donc, l'antiarythmique, lorsqu'on prescrit des antiarythmiques, il faut une prise régulière. Donc, on commence par la première classe. Donc, c'est la classe des bloqueurs des canaux sodiques. Donc, c'est la classe qui agit sur la phase 0. Donc, on a la classe 1A. Elle va entraîner un allongement de la durée du potentiel d'action. Et la principale molécule, c'est surtout les kinidines. Donc, on parle de 1A ou les kinidiniques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ralentir la conduction au niveau supraventriculaire. Ils vont allonger donc la durée du QT, du QRS et ils vont aplatir l'onde-T. L'indication principale, c'est la prévention de récidive des ACF1, c'est-à-dire on les prescrit pour maintenir le rythme sinusal après une ACF1. Donc les effets secondaires, on a les troubles digestifs, l'allergie, les troubles hématologiques et les troubles rythmiques. Et un surdosage va entraîner des vertiges, des troubles d'audition et une photophobie. La classe 1B, elle va entraîner une diminution de la durée du potentiel d'action. C'est surtout la principale molécule, c'est la lidocaïne. Donc, les indications, c'est surtout la prévention et traitement des troubles du rythme ventriculaire. Donc, la lidocaïne, généralement, elle est utilisée en seconde intention, pas en première intention. Donc, après l'amiodarone, en cas de trouble du rythme ventriculaire au cours de l'infarctus du myocarde. C'est surtout au cours de l'infarctus du myocarde. Comme principal effet secondaire, c'est l'hypotension. Et surdosage va entraîner des paresthésies, des confusions, voire des hallucinations, des convulsions, voire un arrêt cardiaque. Et la classe 1C, on a une durée de potentiel d'action qui reste inchangée. Donc, on a la classe 1A, on a une augmentation de la durée du potentiel d'action. La classe 2,
on a une diminution de la durée du potentiel d'action. Et la classe 3, on a un potentiel d'action qui est inchangé. Donc la classe 1C, donc 1C, c'est surtout la flécaïne qu'on doit retenir. Donc, comment ils agissent? Ils ralentissent la conduction ventriculaire et supraventriculaire. Ils vont élargir le QRS avec possible bloc de branche. Donc, le QT reste inchangé. Les indications, c'est surtout la prévention et le traitement des troubles du rythme ventriculaire et supraventriculaire. En fait, un malade sous flécaïne, il faut toujours faire une surveillance et surtout faire des ECG réguliers. Si on a un QRS qui s'élargit, là, il faudra au moins diminuer les doses, voire carrément arrêter les doses. Donc, comme principal effet secondaire, c'est la bradycardie, comme tout traitement antiarythmique. C'est le trouble de la conduction, les troubles digestifs. En cas de surdosage, et il faudra faire attention, ça peut entraîner des troubles rythmiques qui sont assez graves, à savoir la tachycardie ventriculaire, voire la fibrillation ventriculaire. Voilà, donc la classe 1. Donc la classe 1 sont des bloqueurs des canaux sodiques. Donc on passe à la classe 2. Donc c'est une classe qui est assez connue, donc les bêta-bloquants, la classe 2. Donc par leur activité anti-adrénergique, donc ils ont une action bêta 1 et bêta 2 adrénergique. Il y a des molécules qui agissent surtout contre les bêta 1 adrénergiques, c'est surtout donc au niveau du cœur. Donc ça s'appelle généralement, donc ce sont des bêta-bloquants cardiosélectifs. On va voir tout ça après. Donc, ils peuvent occasionnellement exercer une action indirecte au niveau des oreillettes et des ventricules. Et comme principale molécule des bêta-bloquants, on a l'acébutolol, voire le Sectral, l'athénolol, donc c'est la ténormine, métoprolol, pindolol, donc propanolol, qui est l'avlocardil, et le sotalol. Donc, ils sont bradycardisants par blocage des récepteurs bêta sympathiques au niveau cardiaque. Les indications, c'est la réduction et la prévention des récidives des troubles du rythme. En fait, la prévention des troubles du rythme, c'est en cas d'infarctus du myocarde, en cas d'angor stable, c'est-à-dire tout ce qui est coronaropathie. C'est un médicament phare en cas de coronaropathie, car donc, la coronaropathie, donc, elle est caractérisée par le trouble rythmique. Et là, donc l'indication des bêta-bloquants donc les bêta-bloquants vont essayer de prévenir ce trouble rythmique, ou ils essayent de réduire les récidives des troubles du rythme en cas d'infarctus du myocarde. Et ne jamais interrompre un bêta-bloquant, surtout chez le coronarien. Donc la classe 3 des antiarythmiques, c'est surtout l'amiodarone. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont allonger notre potentiel d'action. Aucun effet sur la durée de QRS, mais par contre, ils augmentent notre QT. Donc, principale molécule, c'est l'amiodarone et le libutylide. Donc, l'amiodarone, donc, c'est un médicament qui est phare et utilisé à toutes les sauces en cardiologie, il faut pas se mentir, mais c'est un médicament qui a beaucoup d'effets secondaires et qu'on essaye, au fur et à mesure, on essaye de le donner en seconde intention. Donc, il est bradycardisant par ralentissement de la conduction supraventriculaire. Il entraîne un allongement du QT, il entraîne un allongement du PR, donc il va aplatir notre T, et des fois, on a une apparition dans de U. L'indication, c'est la prévention et traitement des troubles du rythme, que ce soit supraventriculaire et ventriculaire. On peut l'utiliser en cas pour garder le rythme, pour maintenir le rythme en cas de fibrillation atriale. Donc, on peut l'utiliser pour la prévention ou carrément le traitement des troubles rythmiques ventriculaires en cas de cardiopathie ischémique en association avec le bêta-bloquant. Mais c'est un médicament qui a beaucoup d'effets secondaires, à savoir la photosensibilité. Donc, on a une coloration avec les années, avec l'utilisation d'amiodarone au bout de 5-10 ans. On a une coloration qui est bleutée au niveau de la peau, voire brunâtre. On a les pneumopathies, généralement, donc au bout de 10 ans d'utilisation d'amiodarone, on a l'apparition de la fibrose pulmonaire, on a la dysthyroïdie et les dépôts cornéens. Après, donc, on passe à la classe 4. Donc, classe 4, c'est les inhibiteurs calciques, donc à savoir le diltiazem et le verapamil. Donc, ils vont réduire la conduction auriculo-ventriculaire et la principale indication, c'est le traitement des tachycardies jonctionnelles. Les effets secondaires, c'est surtout les œdèmes des membres inférieurs. Donc, les œdèmes, lorsqu'on a des œdèmes des membres inférieurs, on a tendance à arrêter les inhibiteurs calciques, les hypotensions, les vertiges, les céphalées et les troubles digestifs. Donc, les autres molécules antiarythmiques
qui font pas partie du tableau de Vaughan-Williams, c'est la digoxine. Donc, elle est principalement utilisée en cas pour ralentir la fréquence cardiaque en cas d'ACFA, en cas d'insuffisance cardiaque. Et deux autres molécules, l'adénosine et l'ATP, qui sont utilisées en cas de troubles du rythme, surtout supraventriculaire. Donc, en conclusion, les antiarythmiques sont des médicaments qui sont efficaces dans de nombreuses situations. Les antiarythmiques, lorsqu'on prescrit des antiarythmiques, il faut une surveillance régulière. Donc, il faut une surveillance que ce soit clinique et surtout électrique. Parce que les antiarythmiques, il ne faut pas l'oublier, ils ont tendance à élargir nos QRS, ils ont tendance à augmenter l'espace PR, ils ont tendance à carrément, ils peuvent provoquer des troubles conductifs, à savoir le bloc auriculo-ventriculaire, parfois carrément le bloc auriculo-ventriculaire complet. Donc, à part le bêta-bloquant et l'amiodarone qui sont largement utilisés, et comme je l'ai dit, on a tendance à diminuer l'utilisation de l'amiodarone vu ses effets secondaires. Donc, il reste l'utilisation délicate des autres antiarythmiques. Donc là, on passe aux bêta-bloquants. Donc, les bêta-bloquants sont des inhibiteurs compétitifs des effets des catécholamines sur les récepteurs bêta-adrénergiques. L'inhibition est spécifique, compétitive et réversible. Et la réponse bêta passe par l'intermédiaire des deux types de récepteurs, bêta 1 et bêta 2. Donc, bêta 1, généralement, c'est au niveau cardiaque. Et ils ont un effet chronotrope positif, c'est-à-dire donc augmentation de la fréquence cardiaque. Ils ont un effet inotrope positif, c'est-à-dire augmentation de la contractilité. Ils ont un effet dromotrope positif, donc une augmentation de la conduction, que ce soit sinuso-atriale et donc auriculo-ventriculaire, et batmotrope positif, c'est-à-dire une augmentation de l'excitabilité. Donc, comme second effet, on a la sécrétion de la rénine. Après, donc, on a l'effet bêta-2 adrénergique par relaxation des fibrilles. En fait, bêta-2, ils sont retrouvés un peu au niveau de tout l'organisme. Donc, au niveau des vaisseaux, au niveau des branches, de l'utérus, au niveau de l'œil et au niveau hépatique. Et là, on a carrément différents organes et donc différents mécanismes. Donc, la classification en fonction de leurs propriétés, on a le caractère lipophile ou hydrophile. Donc, la capacité de supprimer tous les effets bêta-adrénergiques et se concentrer sur l'effet bêta-1, donc cardiaque. Là, c'est ce qu'on appelle donc des bêta-bloquants cardiosélectifs, c'est-à-dire ce sont généralement sont des bêta-bloquants qui ont peu d'effets secondaires. Voilà, sur peu d'effets secondaires extracardiaques. Hein. La capacité d'exercer un certain degré d'activité, donc agoniste partielle, bêta-stimulante, c'est ce qu'on appelle l'activité sympathomimétique intrinsèque, et les propriétés antiarythmiques. Donc, on a 4 groupes de bêta-bloquants qui peuvent être individualisés en fonction de la cardiosélectivité, en fonction de l'activité sympathomimétique intrinsèque. Donc, les bêta-bloquants qui sont cardiosélectifs, c'est-à-dire ils agissent surtout sur les bêta 1 et qui ont une activité sympathomimétique. On a un seul bêta-bloquant, c'est le Sectral. Voilà. Donc, l'activité sympathomimétique intrinsèque, c'est-à-dire ils temporisent leur effet. C'est le Sectral. Le Sectral, c'est le bêta-bloquant qui est le moins bradycardisant. Voilà. On a deuxième groupe, c'est le cardiosélectif, mais sans activité sympathomimétique. C'est l'athénolol, c'est le bisoprolol. Donc, bisoprolol, que ce soit le détentiel, le bipotence et le prodol, et le métoprolol. Non cardiosélectif, mais avec une activité sympathomimétique, c'est le pindolol. En fait, c'est un médicament qui n'est pas commercialisé chez nous. Et donc, on a non cardiosélectif et sans activité sympathomimétique intrinsèque. Donc, tous les autres, les bêta-bloquants, à savoir l'avlocardil, le propanolol et le sotalex. Le carvedilol aussi. Le carvedilol qui est un des médicaments, un des bêta-bloquants utilisés en cas d'insuffisance cardiaque. Donc, les bêta-bloquants, ils ont une propriété pharmacologique commune, donc à savoir sur le système cardiovasculaire. Donc, comme sur le système cardiovasculaire, ils ont un effet inotrope négatif, c'est-à-dire ils diminuent la contractilité,
et diminue la fréquence cardiaque, comme on a dit. Donc, ils ont fait un effet chronotrope négatif et diminue par ailleurs le débit cardiaque et diminue la pression artérielle avec une augmentation des résistances périphériques totales et il diminue donc un effet dromotrope négatif avec un allongement du temps de conduction sino-atrial et auriculo-ventriculaire. Et bien sûr, ils ont un effet antiarythmique, c'est-à-dire effet batmotrope négatif. Sur le système rénine-angiotensine, ils vont entraîner une diminution de l'activité de la rénine plasmatique. Donc, en entraînant une diminution de la rénine plasmatique, il va entraîner bien sûr la réduction de l'angiotensine. L'angiotensine 2, c'est quoi? C'est le puissant vasoconstricteur, donc entraînant une diminution bien sûr de la pression artérielle. Sur les bronches, il va entraîner une bronchoconstriction, une hyperactivité bronchique. Et sur le métabolisme, va entraîner une réduction de la glycogénolyse, une diminution du HDL. Donc, la conclusion, il a un effet donc athérogène et une augmentation des triglycérides. Donc, les propriétés pharmacologiques selon le type de bêta-bloquants. On a le bêta-bloquant cardiosélectif, comme on l'a dit. Donc, ce sont des bêta-bloquants qui respectent les récepteurs bronchiques et vasculaires. Donc, ils agissent sur les bêta-1. Bêta-bloquant avec une activité sympathomimétique intrinsèque, c'est-à-dire il entraîne une réduction moindre de la fréquence cardiaque et de la contractilité, comme le Sectral et une diminution de résistance périphérique et un effet stabilisant de membrane, c'est l'effet kinidine-like ou anesthésique de membrane à dose très élevée chez certains produits. En fait, l'effet stabilisant de membrane, c'est la conséquence de l'interaction non spécifique de certaines substances lipophiles. C'est surtout, donc ça se voit surtout avec la blocardie, avec les lipoprotéines de membrane. Qu'est-ce qu'elle entraîne? Une altération des propriétés électrophysiologiques. Et du coup, on a le potentiel d'action, le potentiel d'action au niveau ventriculaire va se modifier. Et qui dit modification du potentiel d'action, dit un effet risque de troubles rythmiques. Et c'est pour ça que il faut les utiliser avec prudence avec d'autres molécules. Donc les indications, on passe aux indications des bêta-bloquants. Donc les indications des bêta-bloquants, premièrement, c'est l'hypertension artérielle. Donc le bêta-bloquant, en fait, ce n'est pas le médicament numéro 1 qu'on utilise en première intention en cas d'hypertension artérielle. Mais en cas d'hypertension artérielle chez un sujet qui est coronarien, c'est le premier médicament à prescrire. Comment? Donc le mécanisme d'action, donc blocage de bêta-1 avec inhibition de la sécrétion de la rénine, donc va entraîner une réduction du débit cardiaque et donc réduction des débits cardiaques dans les HTA hyperkinétiques à débit élevé du sujet jeune et va entraîner une baisse des résistances vasculaires périphériques au cours des traitements prolongés. Les utilisations cliniques, le traitement doit être commencé à dose progressive, bien sûr, avec une surveillance électrique aussi, jusqu'à l'obtention de l'objectif tensionnel et ne jamais arrêter brutalement car il y a un effet rebond. Et attention à l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique. Pourquoi? Car donc on a la demi-vie est prolongée et du coup il est plus à risque à faire un trouble conductif. Donc dans l'hypertension artérielle, c'est surtout donc l'indication hypertension artérielle, mais généralement chez le coronarien, chez l'hypertendu coronarien. Deuxièmement, donc c'est l'insuffisance coronaire. Donc le mécanisme d'action comment? Donc le bêta-bloquant va diminuer les besoins en oxygène du myocarde, va entraîner une diminution de la fréquence cardiaque et de la contractilité. Cet effet est particulièrement net à l'effort, donc c'est un traitement de choix de longueur stable. Et après, donc, on a l'infarctus du myocarde. Donc, on l'introduit à la phase aiguë de l'IDM, va entraîner une réduction de la mortalité et le taux de récidive. On va entraîner, donc c'est un médicament anti-ischémique et surtout anti-arythmique. Donc, il prévient les troubles du rythme ou il prévient les récidives des troubles du rythme. Bien sûr, l'utilisation, donc on l'utilise au long cours, dans le post-infarctus. C'est une fois qu'on a un infarctus, donc il est utilisé au long terme.
Après, donc, on a premièrement l'HTA, deuxièmement, longueur stable, troisièmement, l'infarctus du myocarde, quatrièmement, c'est les troubles rythmiques. Les bêta-bloquants constituent la classe 2 des antiarythmiques, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Ils sont surtout efficaces dans les arythmies adrénergiques, c'est-à-dire les arythmies adrénergiques, donc c'est surtout les tachycardies supraventriculaires ou les tachycardies jonctionnelles, donc avec un mécanisme adrénergique, et bien sûr les tachycardies ventriculaires. Les meilleures indications sont la tachycardie sinusale essentielle, la tachycardie jonctionnelle, les extrasystolies ventriculaires et la tachycardie ventriculaire. Et après, on a l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est le premier médicament à prescrire avec les IEC en cas d'insuffisance cardiaque. Donc, on va entraîner le blocage, il va entraîner le blocage des effets adrénergiques et améliore le remplissage ventriculaire. Donc, il améliore la fraction d'éjection et il réduit la morbimortalité. Donc, en fait, on a 4 bêta-bloquants qui sont utilisés en cas d'insuffisance cardiaque, à savoir le bisoprolol, le nebivolol, le carvedilol et le métoprolol succinate. Il faut se rappeler des 4 molécules. Et après, on a d'autres indications de bêta-bloquants, à savoir la cardiopathie hypertrophique. En fait, la cardiopathie hypertrophique fait partie des cardiomyopathies et elle s'accompagne en fait d'une hypertrophie de notre ventricule gauche, c'est-à-dire une augmentation de l'épaisseur pariétale du ventricule gauche à n'importe quelle partie du ventricule gauche et n'importe quelle paroi. Et donc, cette hypertrophie peut entraîner une obstruction au niveau du ventricule gauche. Et le bêta-bloquant va aider à diminuer l'obstruction du ventricule gauche. Donc, l'indication cardiomyopathie hypertrophique, la thyréotoxicose en cas d'hyperthyroïdie. Donc, l'hypertension portale, généralement, il est utilisé par les gastrologues. La prévention de la migraine aussi. Et donc, le glaucome à angle ouvert. Les principales contre-indications, bien sûr, c'est l'insuffisance cardiaque décompensée. Donc, l'insuffisance cardiaque, donc en cas d'insuffisance cardiaque décompensée. Et le malade, il est déjà sous traitement bêta-bloquant, donc qui est indiqué en cas d'insuffisance cardiaque. Il ne faut jamais arrêter. Il faut essayer de réduire les doses de bêta-bloquant, mais ne jamais arrêter. Donc, en cas de décompensation chez un sujet qui a déjà son traitement bêta-bloquant. En fait, la contre-indication, c'est d'introduire le bêta-bloquant en cas d'insuffisance cardiaque décompensée. Voilà. Très important de connaître ça. Bien sûr, on ne l'indique pas en cas de bloc auriculo-ventriculaire de haut degré, donc on ne le prescrit pas. En cas d'asthme, en cas de syndrome de Raynaud et en gore de Prinzmetal. En cas d'engorge de Prinzmetal, c'est surtout l'indication d'inhibiteur calcique. Les effets secondaires, c'est la fatigue, c'est la dyspnée obstructive, la bradycardie, donc voire le bloc auriculo-ventriculaire, le syndrome de Raynaud, la dépression, l'hypoglycémie et l'impuissance. Voilà, et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui. Madame, pour les médicaments qui ont un effet sympathomimétique intrinsèque, ils sont moins bradycardisants? Ils sont moins bradycardisants, comme le Sectral, oui. En fait, lorsqu'on a un infarctus du myocarde et on veut obtenir l'effet anti-ischémique du bêta-bloquant, mais on a une fréquence cardiaque aux alentours de 65, 60, on ne peut pas se permettre de donner un autre bêta-bloquant à part le Sectral. Ils sont moins bradycardisants, oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions? Madame? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi les bêta-bloquants sont contre-indiqués en cas d'insuffisance cardiaque décompensée? Oui, bon. En cas d'insuffisance cardiaque, je ne parle pas d'insuffisance cardiaque décompensée. Le traitement de l'insuffisance cardiaque, il est basé sur le bêta-bloquant et donc l'IEC, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Voilà, on est d'accord. Vous allez faire le cours et vous allez voir que c'est la base du traitement de l'insuffisance cardiaque. Et en fait, lorsqu'on reçoit notre malade qui est connu pour insuffisance cardiaque et qui est déjà sous bêta-bloquant, bon, après, donc, on a quatre molécules qui sont indiquées. Donc, 4 molécules sont indiquées en cas d'insuffisance cardiaque. C'est le carvedilol, le métoprolol, le bisoprolol et le nebivolol. Donc, on reçoit un malade qui est sous un de ces traitements, qui est connu pour insuffisance cardiaque, mais il est en phase de décompensation. On n'essaye pas d'arrêter.
Peut-être qu'on va réduire nos doses, mais on n'essaye pas d'arrêter. Ce n'est pas une contre-indication. Vous avez compris. Mais par contre, un patient qui est en insuffisance cardiaque décompensée et qui n'a pas de bêta-bloquant, on n'essaye pas d'introduire un traitement à base de bêta-bloquant. Non, on essaye de juguler son insuffisance cardiaque et on introduira un bêta-bloquant lorsqu'il sera stable. Voilà, c'est toute la nuance. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez compris? Non, je vous entends pas. Je suis un peu perdue. Ok. Le traitement de l'insuffisance cardiaque, je parle pas de l'insuffisance cardiaque décompensée. Le traitement de l'insuffisance cardiaque, il est basé sur le bêta-bloquant et l'IEC. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Voilà. On a les molécules qui sont indiquées en cas d'insuffisance cardiaque. C'est quoi? C'est le nébivolol, le bisoprolol, le carvedilol et le métoprolol. Jusqu'à là, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. On a un malade qui est sous traitement d'insuffisance cardiaque, à savoir bêta-bloquant IEC. Et on le reçoit avec une insuffisance cardiaque décompensée, c'est-à-dire on le reçoit, un patient qui crépite, qui va mal, on l'hospitalise. Dans ce cas-là, on n'essaye pas d'arrêter son bêta-bloquant. On diminue les doses de bêta-bloquant, mais on n'arrête pas le bêta-bloquant. Vous avez compris? Ce n'est pas une contre-indication. On n'arrête jamais un bêta-bloquant chez un malade qui est déjà sous bêta-bloquant. Mais par contre, si on reçoit un malade en insuffisance cardiaque décompensée qui n'a pas de traitement de fond bêta-bloquant, on n'introduit pas à la phase aiguë. Vous avez compris? Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Voilà, on Merci. n'essaye jamais d'introduire un bêta-bloquant à la phase aiguë d'insuffisance cardiaque. Mais par contre, on n'arrête pas son traitement. On diminue les doses, mais on n'arrête pas son traitement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais par contre, tout, que ce soit le bloc auriculoventriculaire, l'asthme, longueur de Prince-Métal, ce sont des contre-indications absolues. C'est juste en cas d'insuffisance cardiaque décompensée, on n'introduit pas un traitement par bêta-bloquant. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. C'est bon? Oui, merci, j'ai bien compris. Je vous en prie. Vous avez d'autres Madame, questions? Oui. Madame, est-ce que vous pouvez répéter la partie pourquoi les bêta-bloquants sont indiqués au cours des cardiomyopathies? Et cardiopathies hypertrophiques? Oui, madame. Ok. En fait, la cardiopathie hypertrophique, c'est un petit cours que vous allez avoir avec les cardiomyopathies. En fait, la cardiopathie hypertrophique, c'est quoi? Donc, c'est au niveau du ventricule gauche, on a une hypertrophie à une région du ventricule gauche. Une hypertrophie généralement, c'est au niveau septal. Et tellement le septum est hypertrophié qu'on va retrouver une obstruction à l'intérieur de notre ventricule gauche. Et du coup, le bêta-bloquant, qu'est-ce qu'il va aider à diminuer cette obstruction? Et en cas de cardiopathie hypertrophique, en fait, c'est une cardiopathie à haut risque rythmique. Ça se voit chez le sujet jeune, se voit surtout chez le sujet masculin, et c'est une cardiopathie à haut risque rythmique. Et le bêta-bloquant, c'est l'un des médicaments phares de la cardiopathie hypertrophique. Mais vous pouvez ne pas retenir, hein, ce n'est pas une cardiopathie qui est faite pour les externes. Vous allez avoir un petit cours là-dessus, mais le bêta-bloquant reste le médicament gold de la cardiopathie hypertrophique. C'est pour ça qu'il faut le mentionner. Voilà. D'accord, merci. Voilà. C'est une cardiopathie, il faut savoir qu'il y a une hypertrophie au niveau du ventricule gauche, de notre ventricule gauche. L'hypertrophie ou l'épaississement peut toucher n'importe quelle paroi de notre ventricule gauche. C'est une maladie qui touche beaucoup plus l'homme que la femme. C'est une maladie qui touche le sujet jeune. C'est une maladie à transmission autosomique dominante. Ça se voit généralement, ça se voit de père en fils, ça se voit dans la famille. Et c'est une maladie à haut risque rythmique. Et c'est pour ça qu'on donne le bêta-bloquant. Voilà. Vous avez d'autres questions?
Madame, pour les antiarythmiques, on doit prendre toutes les molécules ou bien rien n'est Non, connu? non, non. Non, vous apprenez pas toutes les molécules, ça sert à rien. Il faut juste que vous sachiez que l'antiarythmique, bon, la classe 3, elle est importante, c'est la myodarone, comme je vous l'ai dit. On l'utilise en cardio, c'est comme la corticothérapie, on l'utilise à toutes les sauces. Et surtout qu'on n'a pas, dans notre pays, il n'y a pas beaucoup d'antiarythmiques, ils sont pas tous disponibles. Et du coup, donc n'importe quel trouble rythmique, on lui donne la myodarone, ça régresse. Mais c'est juste qu'on a tendance à l'utiliser de moins en moins. Dans les recommandations, dans les dernières recommandations, on a tendance à l'utiliser de moins en moins car il a beaucoup d'effets secondaires. Généralement, lorsqu'on prescrit de la cordarone, généralement, c'est pour toute la vie. Et au bout de 5-10 ans, on voit les effets secondaires, à savoir donc la coloration brunâtre de la peau, donc un bilan hépatique qui est perturbé et surtout la fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire est irréversible. Donc là, on a la classe 3. Bon, la classe 4, les inhibiteurs calciques. Vous allez avoir un cours sur les inhibiteurs calciques car ce sont des vasodilatateurs. La classe 3, c'est surtout la myodarone. Voilà. La classe 2, bêta-bloquant, on a eu un cours là-dessus. Et pour la classe 1, oui, c'est une classe qui est un peu difficile parce qu'on n'a pas toutes les molécules. Donc la classe 1A, c'est la quinidine. La classe 1B, c'est la lidocaïne qui est utilisée en seconde intention pour les troubles du rythme ventriculaire au cours de l'infarctus du myocarde. Et le 1C, c'est la flécaïne. Voilà. Le principe, c'est simple, hein. Et j'ai pas mis tous les antiarythmiques parce que ça sert à rien. Et la flécaïne, en fait, avec la flécaïne, il faut toujours une surveillance électrique parce que la flécaïne a tendance à élargir le QRS. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une surveillance électrique. Et au bout si on a un QRS qui est très large, là, on doit arrêter parce qu'il y a un risque de trouble rythmique. Donc voilà, si je dois résumer les choses, donc 1A, les quinidines, 1B, la lidocaïne, 1C, c'est la flécaïne, 2, c'est les bêta-bloquants. On doit connaître bêta-bloquants. Donc la classe 3, c'est la myodarone. Et la classe 4, c'est les inhibiteurs calciques. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez Oui. nous envoyer le cours à la fin de la séance? Ok, comment c'est pas enregistré chez vous? Ou je vous envoie le cours par PDF? Le fichier, ça m'a le cours. Ok, je vais essayer de vous l'envoyer. C'est qui votre délégué? C'est moi, madame. C'est très bien, mais c'est juste que le nom n'est pas mentionné chez moi. Vous vous appelez comment? Ou la les conversations avec le professeur Badr? Oui, oui, madame. Rani مزفتت لها déjà la boîte mail. C'est Inès Bouchra, c'est ça? Inès Bouchra Oui. Mzientani, c'est ça? Ok, Oui. c'est votre nom. Je vais vous envoyer le cours, le PowerPoint. D'accord, Ok? merci, madame. Je Oui, vous en merci. prie. Vous avez d'autres questions? Madame, Oui. est-ce que les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans les pathologies obstructives, genre pour les membres inférieurs et les autres membres? Alors, il y a bien longtemps, on les contre-indiquait en cas d'artériopathie des membres inférieurs. Maintenant, ce n'est plus de mise. On le contre-indique en fait en cas d'artériopathie très sévère ou une ischémie critique du membre inférieur. Mais en cas d'artériopathie, ça n'a jamais, c'était une contre-indication, mais on le donne. Donc l'effet anti-ischémique, on le donne. Non, on le donne. C'est pas une contre-indication. La contre-indication, c'est réellement l'ischémie critique du membre inférieur. Mais une artériopathie de classe 1 ou 2, non, pas du tout. Au contraire, un artériopathe, c'est un sujet à haut risque d'une coronaropathie, on est bien d'accord. Lorsqu'on fait une artériopathie des membres inférieurs, tôt ou tard, on fera notre coronaropathie. Et non, ce bêta-bloquant, c'est une indication. Voilà.
Généralement, au cours des QCM, bon, j'aime pas les QCM, je vais pas vous mentir, mais au cours des QCM, en cas d'ischémie critique, on l'introduit pas. Voilà. Mais généralement, l'ischémie critique, c'est une urgence. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, je comprends que l'ischémie critique est une contre-indication. Oui, l'ischémie critique, c'est une contre-indication. Mais entre-temps, l'ischémie critique, il faut une prise en charge. Après, il faut une prise en charge du malade. Après, donc lorsqu'on dépasse ce stade d'ischémie critique et donc, ou bien on va traiter le malade par pontage, par stenting ou je sais pas quoi. Donc, une fois qu'on dépasse ce stade, on peut introduire notre bêta-bloquant. Hein. Voilà. Mais Merci. oui, je vous en prie, les QCM, oui, si on vous mentionne ischémie critique, vous cochez. Ischémie critique, c'est une contre-indication. Mais pour moi, c'est une contre-indication transitoire. Parce que déjà, à la base, l'ischémie critique, il faut une prise en charge. Et dépasser ce stade, donc là, on peut introduire notre bêta-bloquant. Voilà. Surtout que c'est un patient à haut risque de développer une coronaropathie. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Donc, je vais envoyer le cours à votre délégué. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, à bientôt.